Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre. Salut à tous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci encore une fois de plus d'être avec nous pour ce grand débat qui commence bien sûr avec votre animateur principal Serge Nyawa depuis les États-Unis. Je voulais remercier tous ceux qui nous ont ovationnés et tous ceux qui participent à ce grand débat, spécialement mes chers panélistes qui m'ont toujours fait l'honneur d'être avec moi pour ce grand débat. Merci aussi à Malik Sall pour la réalisation de cette émission, sans toutefois oublier aujourd'hui notre ami Gabriel Adona depuis sa position, qui est vraiment vaillant et qui est avec nous pour ce grand débat. Alors Gabriel, une fois de plus, merci d'être avec nous. Merci encore une fois de plus, Gabriel, d'être avec nous pour ce grand débat. Et je voulais vous dire que Grand Débat, qui est une émission politique qui vous est amenée par votre serviteur Serge Nyawa, ce grand débat qui parle du continent africain, tous les mots qui minent le mal du continent africain. Et je voulais remercier aujourd'hui Tempo Afrique TV d'avoir quand même pensé aux Africains de la diaspora pour servir ce que de droit. Alors, pour le thème d'aujourd'hui, nous allons parler d'un spécial Togo et un spécial Côte d'Ivoire. En ce fait, nous voulons quand même amener nos auditeurs, s'ils veulent nous joindre ou bien participer à ce grand débat, de regarder rapidement sur leur écran et appelez-nous à ce numéro. Alors aujourd'hui, nous allons parler pour le Togo du 4e mandat du président Faure Gnassingbé avec bien sûr un point d'interrogation. Nous allons parler aussi de la nouvelle loi qui restreint les manifestants au Togo et les prisonniers politiques, leur position, leur sécurité et leur réellement santé, l'opposition aussi et les présidentielles 2020. Et après cela, nous allons parler de la Côte d'Ivoire avec réellement le 3e mandat du président Alassane Ouattara avec un point d'interrogation. Alors, tout de suite, revenons dans ce studio pour accueillir notre ami Gabriel Adona depuis sa position. Alors, Gabriel, comment vous portez dans ces temps-ci? Non, je vais bien, Serge, je vais bien et je salue tous les téléspectateurs et les internautes qui sont branchés cet après-midi pour nous suivre dans cette grande émission. D'accord. Gabriel, alors, vous êtes, je ne voulais pas dire, mais vous êtes dans votre position depuis de l'autre côté. Alors, Gabriel, parlant du 4e mandat du président Faure Gnassingbé, le président Faure Gnassingbé n'est pas encore sorti sur les écrans pour annoncer son 4e mandat. Mais nous avons vu que son parti RPT Unir disent qu'il est le seul candidat et il n'en est pas question. Et tout récemment, nous avons vu le ministre des Affaires étrangères, M. Robert Dossé, qui est allé sur RFI pour dire que le président Faure Gnassingbé sera investi par le parti RPT Uni. Et pourquoi pas, M. Faure Gnassingbé ne peut pas être candidat. Alors, vous avez eu ces informations. Alors, quelles sont réellement vos analyses vis-à-vis de tout ceci? Et à ajouter cela, nous avons vu M. Tiki Atadam, on va revenir là-dessus. Alors, Gabriel, vos analyses. Merci, Serge. Merci. Il faudrait dire tout simplement que la candidature de Faure Gnassingbé pour les élections générales de 2020
reste toujours à savoir parce que d'ici quelques mois, le parti au pouvoir, RPT Unir, essaie quand même de se concerter. Leur noyau de réflexion est en train de se concerter, mais il n'est pas encore officiellement sorti de leur bouche que voilà, Faure Gnassingbé sera candidat aux élections de 2020. Mais les ministres ou bien les membres du gouvernement essaient quand même de dévoiler que voilà, il est le seul candidat qu'on va essayer de mettre à vogue dans les élections générales de 2020. Mais il reste à savoir, puisque la population togolaise essaie d'attendre pour voir si Faure Gnassingbé va essayer de respecter ses propos, puisqu'il en a déclaré que voilà, pour qu'un pays soit développé, il faut au moins 2 ou 3 mandats. Voilà qu'il vient de boucler son 3e mandat. Et maintenant, les Togolais sont dans l'attente de voir, d'écouter officiellement, oui, je me présente, ou soit non, je ne me présente pas, et qui sera maintenant le candidat de RPT Unir. Donc, on le saura dans la sortie officielle du parti politique au pouvoir. Donc, pour le moment, la 4e candidature de Faure ne s'est pas officiellement encore annoncée, mais les échos sur ce circuit de gauche à droite que voilà, il sera toujours représenté en 2020. Mais Gabriel, vous venez tout à l'heure de parler du chef de l'État qui dit qu'il faut 2 ou 3 mandats. Le chef d'État a déjà fait 3 mandats. Mais il y a une nouvelle réforme constitutionnelle qui met le compteur à 0. Et monsieur Gabriel, je pense que les Togolais aujourd'hui, au vu de cette nouvelle constitution, je ne pense pas qu'ils ont quand même fait valoir leurs droits dans les rues comme l'était du 9 août 2017 dernier. Alors, quand on passe à cette constitution, nouvelle réforme qui remet les compteurs à 0, à quoi les Togolais doivent s'attendre, monsieur Gabriel? Oui, merci Serge pour cette question un peu pertinente. Oui, il est vrai que le compteur est mis à 0. Ils ont été clairs, les députés de l'Assemblée nationale togolaise, que voilà, la loi n'est pas rétroactive. Donc, étant donné que le compteur est mis à 0, alors tout parti politique doit respecter la prescription officielle promulguée. Donc, qu'est-ce que la stipulation de cet article dit? Il dit tout simplement que voilà, les élections, les mandats sont limités à 2, et donc tout parti politique ou soit tout candidat qui se représente aux élections et qui gagne, alors là il a seulement la chance de briguer premier mandat et son 2e mandat, et là il quitte le pouvoir. Voilà pour ce qui concerne le parti politique de Faure Gnassingbé, le parti Unir. Il s'est fait savoir que voilà, le parti Unir vient d'être créé tout nouvellement. Donc, le premier mandat de Faure Gnassingbé démarre déjà en 2020. Donc, le compteur est mis à 0, que ces propos circulent de gauche à droite. Alors là, c'est le premier mandat de Faure Gnassingbé démarre en 2020, c'est-à-dire, il était candidat de RPT auparavant. Donc, le moment où la constitution togolaise vient de mettre le compteur à 0, alors là, le parti tout nouvellement créé qui est Unir va redémarrer avec son nouveau candidat qui est toujours Faure Gnassingbé. Donc, son premier mandat démarrera plutôt en 2020 et termine en 2025. Alors là, il peut toutefois se représenter en 2025 et terminer en 2030. Gabriel, arrêtez-vous là pour le moment parce que vous ne voyez pas que c'est un marché de dupes. Vous ne voyez pas qu'il y a une duperie dans cette histoire. Comment il y a un nouveau parti? Parce qu'on disait que RPT Unir, quand on parle de RPT, on parle d'unir. Mais on dit, comme vous venez de le dire, puisqu'il y a un nouveau parti, c'est maintenant le nouveau mandat de Faure Gnassingbé commence. Alors Gabriel, est-ce qu'il n'y a pas là ce que j'appelle un piège que Faure Gnassingbé veut tendre aux Togolais qui aujourd'hui
ne cherche pas à réellement faire ce qui est possible pour contrecarrer ce quatrième mandat? Gabriel. Oui, oui, effectivement, puisque le pouvoir togolais et surtout on exerce directement le clan Gnassingbé, puisque le papa avait fait plus de 3 mandats et il s'est éternisé au pouvoir, il a rendu l'âme au pouvoir, donc c'est le fils qui vient maintenant. Donc, les Togolais aujourd'hui se posent beaucoup de questions, à savoir si le Togo devient maintenant un héritage familial pour le clan Gnassingbé. Voilà la grande question qui se pose. La nuance se trouve tout simplement. Gabriel, est-ce que nous allons continuer d'attendre ces grandes questions au moment où le Togo est en train de suivre, est-ce qu'on appelle, je ne sais pas ce qu'on appelle, une dialyse politique, au moment où même l'opposition qui devait faire surface, on ne voit pas cette opposition. Est-ce que nous pouvons nous dire qu'aujourd'hui, l'opposition C14 est devenue aujourd'hui une opposition même mise sur le pouvoir en place, Gabriel? Oui, la C14 aujourd'hui, pour ce qui concerne l'opposition carrément, l'opposition est aujourd'hui divisée. L'opposition togolaise n'est plus ensemble, ils n'ont plus une voix unique. Ils sont totalement divisés. Alors là, chacun cherche son profit de la part de tout un chacun. Donc les partis politiques de l'opposition aujourd'hui, jusqu'à ce que la loi Gbodjona vienne d'être restreinte la fois dernière, on n'a pas encore eu de sortie officielle de la part des opposants togolais, ni de la part des leaders de la société civile au Togo. Donc ceci fait que aujourd'hui, Faure Gnassingbé a beaucoup de chances, j'allais dire plusieurs chances d'être représenté en 2020 et de se représenter une fois encore en 2025. Vous voyez, donc quoi qu'on dise, l'opposition qui doit militer, qui doit s'efforcer et essayer de se mettre devant pour que les Togolais aient quand même l'espoir. Et l'opposition là est totalement dispersée, divisée et chacun se retrouve dans ce coin. Donc aujourd'hui, les Togolais n'ont plus d'espoir. Maintenant, qu'est-ce que les Togolais vont attendre maintenant? C'est qu'on attend tous en 2020, voir si en réalité, soit il y aura des changements ou pas. Puisque pour que l'opposition togolaise essaie d'arracher le pouvoir aujourd'hui, la Constitution a limité le mandat à 2 et l'élection à 2 tours. Alors là, l'opposition se retrouve dans l'obligation de se rassembler pour choisir un candidat unique. Voilà, ceci est tellement impossible aujourd'hui puisqu'ils sont divisés. Alors, il y a les leaders charismatiques religieux qui sont en train de tenter de les rassembler, mais jusqu'alors, on n'a pas encore eu de solution de ce côté. Raison pour laquelle les Togolais aujourd'hui se posent beaucoup de questions. Où en sommes-nous? Ils se retrouvent au carrefour. Il n'y a plus de représentants. Il n'y a plus d'émissaires qui sera devant pour pouvoir défendre la cause des Togolais. Alors, Gabriel, je pense que c'est une situation qui est beaucoup inquiétante. Lorsque vous parlez aujourd'hui de la division de cette C14 qui ne fait plus surface, nous avons vu tout récemment une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux où on a vu Monsieur Tikpi Atadam, le président du PNP, a surgi et demande expressément la mise en place des comités contre le 4e mandat de Faure Gnassingbé. Alors, que l'actuel mandat du président actuel, le président actuel avait dit qu'il remet tout cela dans les mains de son parti qui doit normalement l'investir. Alors, Gabriel, nous voyons vraiment une inquiétude. Nous voyons que le Togolais lambda, s'il faut attendre 2020, Gabriel, pour aller aux élections, la première question que nous nous posions, c'est avec quel recensement allons-nous aux élections? Avec quel découpage électoral allons-nous aux élections? Qui sera candidat? Qui estimez-vous sinon? Qui pressentez-vous qui sera quand même de l'opposition? Parce que M. Folli l'a dit que l'opposition n'est pas unie et que si l'opposition va en rang dispersé aujourd'hui aux élections, ça serait un problème. Alors, Gabriel, est-ce que le Togolais aujourd'hui veut l'alternance?
Oui, Monsieur Serge, actuellement et activement au Togo, ça se sent un peu partout. Les Togolais veulent l'alternance aujourd'hui. Les Togolais veulent écouter au moins un autre parti politique au pouvoir et non pas seulement RPT uni. C'est ça qui est le projet des Togolais aujourd'hui. Mais le problème est que qui sera devant pour pouvoir mener la lutte? Voilà, pour qu'il y ait quand même alternance, il faut au moins un autre parti politique de l'opposition qui accède au pouvoir. Voilà, même à travers les élections, pour que ça accède au pouvoir. Mais il y a une grande question que vous avez posée tout de suite concernant le fichier électoral et la manière dont on a enrôlé les Togolais sur la liste électorale aujourd'hui. Il reste à savoir beaucoup de choses, puisque au fond, les grandes questions qui sont liées à la CENI ne sont pas du tout réglées. Les questions, je parle bien sûr, je fais allusion des questions d'ordre technique, ne sont pas encore résolues. Donc, suite à ça, on a procédé à l'enrôlement des Togolais. La fois dernière, donc, avec cet enrôlement, il y a déjà eu 2 scrutins. Il y a les législatifs qui sont passés et également les locales qui sont passés tout récemment. Donc aujourd'hui, avec tous les résultats qui sont devant nous aujourd'hui, alors le parti au pouvoir reste tellement un parti chanceux pour pouvoir remporter les élections en 2020. Ça, c'est évident. Maintenant, l'opposition qui est dispersée, quand on voit leurs actions menées, ce serait tellement difficile pour l'opposition de rester en rang dispersé pour pouvoir aller aux élections en 2020. Sinon, ils ne seront même pas gagnants. Les résultats seront du tout négatifs. Il va falloir obligatoirement un rassemblement de l'opposition pour pouvoir essayer de postuler à ce poste et attendre un résultat positif. C'est très important. Donc, ensuite, pour ce qui on revient maintenant à la population togolaise. Vraiment, la population togolaise est désespérée. Raison pour laquelle aujourd'hui, les manifestations de gauche à droite, malgré que la loi Godiona vient d'être restreinte et finalement on dirait carrément qu'il n'y a plus de manifestations au Togo, mais s'il y a un leader charismatique comme avant, la manière dont au démarrage les opposants togolais se sont réunis en C14 et ils ont commencé la lutte, les Togolais étaient tellement fiers et il faut venir voir la foule au sein des chaussées du Togo. Mais aujourd'hui, les Togolais sont désespérés et ils n'attendent que la voie du salut de Dieu, soit Jésus-Christ descend du haut pour pouvoir sauver les Togolais. Dans le cas contraire, on reste dedans. Gabriel, oui, Serge. Je crois que vous venez d'avancer quelque chose. Cela vient de vous. Si les Togolais doivent attendre Jésus-Christ descendre sur le sol togolais avant que l'opposition ne prenne le pouvoir, je crois que ça peut être une faiblesse, Gabriel. Oui, bien sûr, une faiblesse carrément du côté de l'opposition. Carrément du côté de l'opposition et également des leaders de la société civile. Parce que la manière dont ils ont commencé la lutte, ils ont carrément rétréci un peu leur lutte et puis ils sont revenus carrément en arrière avec des querelles de gauche à droite. Et dans la tête des Togolais aujourd'hui, c'est carné ou soit c'est écrit tout simplement que voilà, ces leaders de l'opposition ne cherchent que leur pain quotidien, ne cherchent qu'à remplir leur poche également, au lieu de militer pour la population togolaise. Donc c'est le résultat carrément que les Togolais ont enregistré. Maintenant, la question, tout simplement, c'est de savoir qui va mener maintenant la lutte. Voilà que Tipi Yachadam se retrouve à l'extérieur. Il n'est plus chanceux de venir au pays. S'il vient au pays maintenant, on ne sait plus ce qui va se passer tout simplement. Donc carrément, son arrivée au pays reste à savoir. Mais les Togolais souhaitent vivement qu'il vienne au pays pour pouvoir mener la lutte. Puisque son départ a causé beaucoup de dommages et le reste de sa classe politique de l'opposition qui sont restés au pays n'arrivent plus à mener la lutte. Aujourd'hui, ils sont restés dans le silence total. D'accord, Gabriel. Merci. Je pense qu'on va essayer de vous reprendre en marche tout à l'heure. Mais nous allons aller du côté de notre ami depuis sa position, Jean-Paul Oumoulou. Bonjour et bienvenue à ce grand débat. Bonjour
Tempo Africa TV et bonjour à nos auditeurs. D'accord, Jean-Paul. Je crois que vous avez quand même pris le débat en marche, mais il y a une question que nous posions tout à l'heure. Nous avons parlé du 4e mandat du président Faure Gnassingbé avec un point d'interrogation. Nous ne savons pas ce qui se passe. Le président Faure ne s'est pas encore présenté sur les antennes pour nous annoncer son 4e mandat ou bien dire de manière morale que je ne vais plus me présenter et que je vais laisser la tâche aux Togolais de conduire prochainement le pays. Alors, le 4e mandat a été annoncé aussi par le ministre des Affaires étrangères, Robert Dossé, tout récemment sur RFI. Alors, quelle est votre analyse vis-à-vis de la situation qui prévaut au Togo sur ce 4e mandat, en tenant compte bien sûr de la constitution qui a été mise en place, les réformes constitutionnelles qui ont été faites ensemble, que vous le voulez ou pas, mais les réformes constitutionnelles sont déjà là. Oui, merci. Je crois que nous ne devons pas perdre de vue une chose. Le pouvoir du RPT est venu pour ne jamais partir. Ça, sachons-le. En 2005, j'étais membre fondateur du collectif des associations de la société civile togolaise, le CASCOST, chapeauté par la Ligue togolaise des droits de l'homme et une vingtaine d'associations membres fondateurs. J'étais le seul contre tous à dire non, empêchons Faure de régner. Et beaucoup m'ont dit que non, j'étais trop radical et que le fils n'est pas comme le père et que lui, il a fréquenté, il va mieux faire les choses. Je dis non, c'est malsain que le père fasse 42 ans, meurt et que le fils lui succède dans ces conditions. Et Faure ne vient pas en massacrant autant de peuple pour partir de sitôt. Donc il ne va pas quitter le pouvoir. En 2005, j'ai dit ça. Quand le peuple était déjà dans les rues. Personne ne lui a donné l'ordre. C'est vraiment le moment où le peuple s'est soulevé. Mais les opposants ont calmé ce peuple pour lui dire qu'ils vont dans un accord à Ouagadougou, où ils ont légitimé Faure Gnassingbé, où ils l'ont amnistié, alors que toute la constitution allait dans tous les sens contre Faure Gnassingbé. Il était l'homme illégitime et illégal à abattre à tout prix. Donc je vois que d'abord notre opposition, elle n'est vraiment pas combative, elle est complaisante. C'est une opposition qui a toujours accompagné ce pouvoir et ne l'a vraiment pas combattu. Jean-Paul, le vrai combat... Jean-Paul, je crois que... Jean-Paul, oui, on entend un bruit de votre côté, essayez de vous arranger. Bon, voilà, allez-y, continuez. Je n'ai aucun bruit. Allez-y, continuez. Bon, voilà. Donc, le seul moment où l'opposition a combattu le pouvoir, c'était le 19 août 2017. Parce que de 90 à 93, où le peuple, avec son opposition, ont combattu le pouvoir, les partis politiques n'existaient pas. C'était une coalition des hommes engagés dans la politique. Il y a le MO5, le code 2, et puis le HCR, le Haut Commissariat, bien le Haut Conseil de la République, le HCR, qui a été l'organe fondateur de la Constitution de octobre 92. Mais de 93 jusqu'à 2015, l'opposition a accompagné le pouvoir dans ses forfaitures. L'opposition ne s'est pas imposée comme force et imposé un agenda précis à ce régime. Il a toujours attendu pour réagir à tous les plans concoctés par ce régime contre le peuple et pour sa propre survie. Donc, depuis que nous parlons d'abord, le mouvement 19 août devait emporter Faure. L'opposition classique a tout fait pour renforcer ce régime. Et depuis, le pouvoir a essayé d'aller sur la scène législative pour s'octroyer la majorité qu'il faut pour changer les choses, remettre les compteurs à zéro et donner encore la possibilité à Faure Gnassingbé de faire 2 mandats. Et pas que ça, les mêmes personnes qui ont changé la constitution en 2002, qui l'ont toiletté plusieurs fois et qui l'ont changé en 2019.
le 7 mai 2019, pour permettre aux fils de remettre les compteurs à zéro, peuvent encore le changer à partir de 2020 en 2030 pour permettre que le fils s'éternise au pouvoir. Donc ne l'oublions pas, ce pouvoir est dans la logique d'un pouvoir à vie. Alors, le ministre des Affaires étrangères, Robert Doucet, a lancé un caillou dans la mare pour voir la réaction des Togolais en annonçant d'une manière ou d'une autre la candidature de Faure Gnassingbé. C'est pour tester notre réaction. Personne n'a réagi. C'est le politicien, le leader du parti PNP, le Parti national panafricain, qui a fait un discours poignant et pour dire non au 4e mandat de Faure. Et c'est seulement ces partisans qui répandent sur la toile non au 4e mandat de Faure. Les autres partis d'opposition ne font rien. Et moi, je suis sûr qu'ils attendent encore pour accompagner le pouvoir dans les élections présidentielles. Pourquoi? Parce que la politique, les élections sont devenues un business. Les frais de campagne sont remboursés si les candidats arrivent à atteindre le pourcentage, je crois que 5%. Et l'ANC a toujours dépassé ce pourcentage, le quart aussi. Donc, les politiciens surfacturent les frais de campagne, la Cour des comptes regarde et leur rembourse. Ils accompagnent lors des élections législatives, ils ont quelques postes au Parlement, ils sont députés, ils ont des salaires, des indemnités. Donc, c'est devenu un business juteux. Je crois qu'ils ne sont pas prêts d'abandonner cette entreprise-là, puisqu'ils n'ont rien fait pour combattre ce régime vraiment. Ils ont toujours tout fait pour l'accompagner. Donc, je crois que le scénario va se répéter en 2020. Il nous revient maintenant, nous peuples, qui sont fatigués, qu'on nous ait volé 30 ans de notre vie. 30 ans, avant, ça faisait une génération, un peu plus d'une génération. Aujourd'hui, ça fait 2 générations, voire 3. Parce que les gens accouchent à 12 ans, 13 ans. Avant, on supposait qu'à 25 ans, quelqu'un doit accoucher, avoir un enfant. Et au bout de 50 ans, on a 2 générations. Mais aujourd'hui, si tu as 13, 15 ans, tu accouches. À 30 ans, ton enfant, 15 ans, peut accoucher aussi, surtout les filles. Donc, 30 ans, c'est déjà plus de générations qui nous ont été volées. D'accord. Ne laissons pas encore ces gens nous voler 1 année, 2 années de plus. Oui, mais Jean-Paul, que le peuple prenne conscience que lui seul peut empêcher la forfaiture d'avoir lieu contre lui. Jean-Paul. Oui. Vous lancez un message à l'endroit des Togolais. Ne laissons pas aujourd'hui ce régime prendre le pouvoir. Qu'est-ce que vous faites d'abord au Togo et puis maintenant à la diaspora? Comment la diaspora elle-même pourra intervenir au Togo? Et le message que vous êtes en train de lancer, c'est un message que les Togolais reçoivent. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce que vous allez continuer de rester là parler? Vous allez continuer quand même de nourrir d'espoir la population togolaise et demain, Faure Gnassingbé va reprendre les rênes de pouvoir? Jean-Paul. Oui, je crois que nous, notre message, ça s'arrête à la mobilisation, à la sensibilisation. D'ailleurs, que les opposants minimisent. Parce que tant que nous les tensons, ils disent que nous sommes des activistes du web et que nos messages ne portent pas, que les gens ne se connectent pas au pays. Ça, c'est pour nous dénigrer. Mais quand ils racontent leurs échecs, ils changent de discours et disent que voilà, c'est nos messages qui ont démobilisé le peuple, c'est nos messages qui sont allés contre eux. Donc, je vois que d'abord, ce n'est pas des types honnêtes. Moi, je fais un travail de sensibilisation. Le reste du travail, on ne peut pas le dire quand même. Il y a des choses qui doivent être faites dans les coulisses pour que nos discours portent leurs fruits. Mais nous voulons dire au peuple de se prendre en main et de ne pas attendre son salut d'un politicien ou d'un messie qui va venir le tirer d'affaire. Tous les peuples qui se sont libérés l'ont fait d'eux-mêmes. Bien sûr qu'il y a des leaders qui vont donner le mot d'ordre, mais ces leaders, pour la plupart du temps, ne sont pas dans les rues. Parce que si on les voit, on les tue. Mais un peuple, des milliers de personnes, des millions de personnes qui manifestent, combien l'armée va tuer? L'armée ne peut pas tuer beaucoup. Donc, aujourd'hui que la marche qui constitue notre seule arme fatale contre la dictature a été tout simplement empêchée, j'accueille cela comme une bonne nouvelle.
Parce qu'en réalité, nous n'avons pas besoin d'une autorisation des dictateurs pour aller combattre ce dictateur. Il ne veut pas que quelqu'un le combatte. Et il a placé des garde-fous pour empêcher que le peuple se soulève. Voilà, nous voulons dire aux gens que nous n'avons pas besoin de l'autorisation de ce régime pour le combattre. Mais de nous préparer pour attaquer tous les opposants qui viendront battre campagne pour aller à une quelconque élection dans les conditions que nous connaissons depuis 1993, où nous savons que l'opposition a toujours gagné, mais que c'est le pouvoir en place qui règne. Après avoir massacré un peuple qui réclame la vérité des urnes, après avoir chassé plusieurs en exil, après avoir mis plusieurs en prison, et après avoir fait semblant de créer un cadre de dialogue juste pour endormir les gens. Et le même scénario se répète pendant 30 ans. C'est pourquoi j'ai dit dans un live hier que l'opposition togolaise est comme un élève peu brillant qui a passé 30 fois l'examen du BPC et n'a pas réussi. Et au lieu de s'interroger sur les causes de son échec, elle met les causes de son échec sur la diaspora, sur la communauté internationale, sur la CEDEAO qui est venue les duper, ça fait 3 ou 4 fois. Donc je crois que quelle est cette opposition au juste? Peut-être elle est en mission et elle essaie juste de camoufler sa vraie mission qui est d'accompagner ce régime. Mais tout est clair aujourd'hui que cette opposition, en dehors de certains partis dont les leaders ont été chassés, contrés en exil, comme Alberto Olympio du Parti des Togolais, Tipi Achadam du PNP, et aussi Rabia Nicodème qui était parmi cette opposition affairiste et qui a pris conscience et qui tient notre discours aujourd'hui et qui est ferme et qui inspire confiance. Je crois qu'en dehors de ces trois-là, il ne faut pas compter sur cette opposition. Le peuple doit s'articuler maintenant autour des leaders qui inspirent confiance. C'est des nouveaux leaders, donnons-leur confiance. Ça fait 30 ans que nous donnons confiance à des gens qui abusent de notre confiance. Mais l'intelligence nous dit, si tu essaies quelque chose pendant plusieurs fois et ça ne marche pas, essaie autre chose. Aujourd'hui, la stratégie du PNP a fait bouger toutes les lignes. C'est l'opposition qui nous a ramenés en arrière. Ils sont venus pas pour soutenir son mouvement, mais pour le détourner et pour en faire un mouvement électoraliste, parce que ça leur donnait encore un peu de popularité. Ils étaient grillés aux yeux du peuple. Mais le mouvement 19 août a redonné le flair, le goût de la politique au Togolais. Donc les leaders ont réapparu, les leaders moribonds ont réapparu. On a cité leur nom dans toutes les lettres et ils ont vu que oui, ils peuvent encore revivre. Mais et voilà leur fiasco, leur dernier fiasco, leur arrêt de mort, c'est le local du 30 juin. Parce que ça préfigure ce qui va se passer encore en 2020. Bon, vous n'êtes pas allé aux législatives. Donc on suppose que le RPT s'est fait élire, s'est fait nommer. Bon, les locales maintenant, vous y allez dans des conditions opaques. On sait que le régime n'a jamais gagné d'élection et M. Boko Akila, François, qui était le ministre de l'Intérieur en 2005, a dit que lui, en tant que ministre de l'Intérieur, qui a fait partie du système, le RPT ne fait pas 10% de l'électorat. Il a dit. Et nous le croyons parce que personne ne les aime au Togo, à part les gens qui profitent de ce système et ils sont très minoritaires. Alors, Jean-Paul, l'opposition s'est fait voler, mais le danger est que le RPT s'est octroyé au moins 80%. Merci donc Jean-Paul. Voilà, merci donc Jean-Paul. On va aller du côté de Gabriel qui attend impatiemment. Alors Gabriel, si vous êtes avec nous, est-ce que vous voulez réagir rapidement avant d'aller encore sur une autre étape de mes questions? Oui, je voudrais réagir par rapport au propos du grand frère Omolou. Il a bien souligné, bien touché les points qui sont des points faibles de l'opposition aujourd'hui. Il est vrai que ceux qui sont les leaders d'opposition qui doivent essayer d'incarner un peu l'opposition aujourd'hui dans la vérité sont Altal et Sérieux, mais ceux-ci étant déjà à l'extérieur, la lutte serait un peu difficile au peuple togolais de mener. Tandis qu'on n'a pas de responsable devant,
le peuple togolais ne peut pas se lever tout simplement aujourd'hui et se descendre dans les rues, tandis que ces marches, ces manifestations aujourd'hui également sont prohibées totalement, on dirait, parce que la loi Bodiona vient d'être restreinte. Donc, je doute beaucoup fort pour ce système de l'opposition togolaise de pouvoir essayer de gagner quelque chose en 2020. Ce serait tellement difficile, tandis qu'ils sont aujourd'hui en rang dispersé. Vous allez remarquer que le moment où l'Assemblée nationale vient de restreindre la loi de manifestation de Bodiona, et jusqu'alors, il n'y a pas de réaction officielle de ces leaders d'opposition qui sont au pays, j'allais dire. Donc aujourd'hui, il manque de mots. Quels sont aujourd'hui ces phrasés, ces propos mielleux qui vont encore faire sortir aux Togolais et vont promettre également que voilà, il y a tant qu'on va essayer de faire. Non. Il n'y en a plus. Il manque de mots. Dans leur dictionnaire, les mots sont terminés. Donc, ils s'agglutinent dans leur coin aujourd'hui pour essayer de réfléchir. C'est terminé pour eux. Soit le retour de Tikpi Achadam, soit le retour de son second également feront au moins un éclat encore, soit un rebondissement à l'opposition togolaise. Donc, pour ce qui concerne les propos du grand frère Omolou, c'est évident, mais les Togolais seuls aujourd'hui sur le terrain, ce serait difficile parce que le dispositif militaire qui se trouve aujourd'hui en place pose beaucoup de questions aux Togolais de se jaillir un peu dans les rues aujourd'hui sans autorisation, malgré que le pouvoir dictatorial est toujours en place et on n'a pas besoin d'autorisation sur ce pouvoir-là, mais il reste à savoir. Parce que le dispositif sécuritaire ou soit militaire, l'instrument là reste redoutable. Vous voyez, c'est un peu où se trouve un peu le problème pour les Togolais aujourd'hui de se lever seuls. Alors, Gabriel, c'est ce point-là que j'aimerais souligner. Gabriel, vous venez parler de la loi Bodiona. Je pense que c'est la nouvelle loi de restriction des manifestations. Alors, que dit réellement cette loi qui aujourd'hui ne peut pas permettre aux Togolais maintenant de pouvoir se mettre dans la rue comme ils le voulaient. Et tout à l'heure, notre ami Jean-Paul a annoncé que oui, au moment où Robert Dossé a quand même s'est annoncé sur la candidature de Front Yassibé, il n'y a personne qui s'est mis dans la rue, mais dites-nous réellement la composition de cette loi, qu'est-ce qu'elle dit avant qu'on ne puisse commencer? Gabriel, je pense qu'on va continuer. Alors, notre ami Jean-Paul Omolou, vous avez parlé de, comment on appelle, de cette loi. Il y a la nouvelle loi qui restreint un peu les manifestations au Togo. Et vous n'êtes pas sans savoir que le Togolais ne peut plus avoir l'occasion de pouvoir marcher comme il veut. Vous connaissez cette loi, Omolou. Est-ce que nous pouvons dire que cette loi a été mise en place pour contrôler réellement les mouvements de l'opposition, pour ne pas plus que l'opposition immerge, pour ne pas plus que l'opposition puisse réellement marcher? Oui, évidemment, c'est toute la raison de cette nouvelle loi. Bon, la loi Bodiona, d'abord, ce n'est pas Bodiona qui a fabriqué cette loi. C'était jusqu'en 2010, il n'existait aucun cadre légal pour régir les manifestations. Et c'est l'ONU qui a forcé le gouvernement togolais à créer un cadre légal pour régir les manifestations pacifiques des citoyens. Et c'est plusieurs acteurs, des avocats, des associations de défense des droits de l'homme, des gens de notoriété qui se sont retrouvés en conclave et ont fait cette proposition-là que Bodiona a soumise au Parlement à l'époque. Le Parlement avait une partie de l'opposition, ils sont minoritaires quand même, mais difficilement ça a passé. Ça a passé. Donc, la loi Bodiona n'était pas la meilleure des lois en quelque sorte, mais on informait seulement l'autorité. Et s'il y a des raisons graves, l'autorité pouvait restreindre les itinéraires ou bien proposer une autre itinéraire. Et il y avait des délais. Et si l'autorité n'agit pas, la marche est considérée comme non interdite. Et il peut y avoir plusieurs points de rassemblement.
un ou plusieurs points de convergence. Et dans la plupart du cas, les itinéraires étaient respectés. Jusqu'à un moment où le gouvernement envoyait les gens manifester presque dans la brousse. Et puisque c'est leur désir de nous empêcher de marcher et d'être proche des institutions, de nous faire remarquer par les institutions internationales, et de troubler en quelque sorte la quiétude publique qui doit être l'objectif ultime d'une marche. Ça doit impacter la vie. Ce jour-là, la nouvelle loi dit qu'il n'y aura qu'un seul point de rassemblement, un seul point, une seule itinéraire et un seul point d'arrivée. Et alors c'est l'autorité qui va juger de l'itinéraire et vous imposer une autre itinéraire si l'itinéraire ne lui convient pas. C'est ça. Jean-Paul. Et maintenant, le nombre de marches sont limités par semaine et le nombre de localités où il doit avoir marche sont très limités, alors qu'avant, on pouvait manifester dans plusieurs localités et plusieurs fois dans la semaine, même toute la semaine si l'on veut. Donc, voilà les restrictions. Le but, c'est d'empêcher tout simplement de marcher. Merci. Merci Jean-Paul. Merci encore une fois de plus Jean-Paul. On va revenir tout à l'heure à vous. Alors Gabriel, je pense que vous avez cette loi devant vous. Essayez de nous donner un peu les points stratégiques de cette loi, ce que le gouvernement interdit et quelles sont les raisons qui permettent au gouvernement aujourd'hui de mettre en vue cette loi qui est contrôlée et qui contrôle aussi l'opposition. Merci Serge. La limitation du droit de manifester, tel est le grand titre de la loi modifiée tout récemment, dont je cite le contenu. Pour des raisons stratégiques, économiques et sécuritaires, toutes les manifestations sont interdites sur certains axes et zones, notamment toutes les routes nationales, les axes et zones où se déroulent de fortes activités économiques dans les centres urbains, les axes et zones proches des institutions de la République, les axes et zones proches des chancelleries et résidences des ambassadeurs et représentants d'organisations internationales et des axes et zones proches des camps militaires et des camps de services de sécurité. Par ailleurs, le nombre de manifestations organisées par semaine dans une ville peut être limité par l'autorité administrative compétente en fonction de la disponibilité des forces de sécurité devant être affectées à leur encadrement. L'objectif de cette vision est le suivant: pour parvenir à un meilleur encadrement des manifestations pacifiques publiques afin d'offrir la sécurité aux riverains et surtout d'offrir la sécurité aux manifestants, selon le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, M. Boupessi Payadoa. Donc tel est le contenu de la nouvelle loi sortie à l'Assemblée nationale tout dernièrement. Voilà. Merci, merci Gabriel. Je crois qu'on va revenir tout à l'heure à vous. On va du côté de Gabriel Omolo depuis sa position. Alors, Jean-Paul Omolo, vous avez entendu, vous avez compris cette loi de restriction. Oui. En voyant aujourd'hui cette loi de restriction, comment l'opposition, quels sont les conseils que vous donnez à l'opposition, comment l'opposition aujourd'hui pourra normalement sortir pour contrecarrer tout ceci, parce que c'est une loi qui a été votée par l'Assemblée, qui a été mise en place. Est-ce qu'il n'y a pas un problème là? Oui, moi je lui dirais que rien des maigres acquis que nous avons obtenus depuis 1990 ne le fut sans âpre combat. C'est avec à la clé des morts dont Tavu Amoré, Jobo Boukari, Atutia Gobli, tous ces anonymes-là qu'on a tués à Fléau-Jardin, qu'on a largués dans les lagunes du Togo, qu'on a largués avec hélicoptère dans les forêts aux animaux, hein? Tous ces enfants qui sont morts, des femmes
enceinte, éventrée. L'histoire du Togo a été horrible pour qu'on en arrive là. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas croiser les bras et penser que le gouvernement va avoir pitié de nous, va se repentir et va dire je décrète la démocratie, la liberté des Togolais. Non. Donc, nous devons revoir la lutte. Et je dis que d'abord, les bases de la lutte ont été fausses parce que la lutte a été menée par des truands. Et regardez tous ces présumés grands opposants qui ont débuté la lutte. Kofigo, Agboibo, et Edem Kodjo, J-Chris Olympio, et Léopold Minevi, et bien d'autres sont retrouvés avec la dictature, ont servi comme ministre, comme conseiller, comme chargé de mission. Et aujourd'hui, on soupçonne encore beaucoup de l'opposition actuelle d'avoir ce double manteau. Donc, il nous revient vraiment de faire... C'est pourquoi moi, je dis que nous connaissons déjà le régime RPT. La cause de l'échec de la lutte, c'est l'opposition. Et j'ai décidé d'attaquer cette opposition. Soit elle change et nous composons avec elle, soit elle récidive et nous allons la contourner. Ça va rallonger le combat, mais nous y arriverons. Parce que le peuple, c'est nous la jeunesse. Eux, ils sont déjà vieux, ils ont déjà assez mangé, mais ils ne veulent pas quitter. Ils ne veulent pas risquer leur vie pour combattre, alors qu'ils laissent ceux qui veulent combattre et libérer ce peuple. Donc, c'est ce que je leur ai toujours dit, et c'est ce que j'essaie de dire. L'union, oui, mais si dans l'union, il y a des traîtres, cette union est vouée à l'échec. C'est comme un balayeur qui balaye, et au même moment, le vent souffle et ramène des détritus de la poubelle, mais il va passer, on dira qu'il n'a rien balayé. Nous voyons, la situation de la lutte togolaise est comme ça. Donc, soyons sûrs de composer avec des gens honnêtes. Et s'il y avait que les leaders étaient pratiquement tous comme Tipi Achadam, mais Ford devait fuir avec ses affidés avant la fin 2017. Donc, que cette opposition qui est complaisante et électoraliste, participationniste, devient tout simplement sincère et combative. Et nous aurons tout parce que quand le peuple se lève et soutient cette opposition, elle aura tout. D'accord. D'accord. Merci donc Jean-Paul. Alors, Gabriel, on va passer rapidement, on n'a pas assez de minutes, on va passer sur le point. Un autre point qui est beaucoup important, les prisonniers politiques. Faites-nous l'état des prisonniers politiques de l'autre côté. Vous n'êtes pas sans savoir que tout récemment, je vous dis, tout récemment, il y a l'ONU qui est passé et qui a quand même décrié l'état même des prisonniers politiques, l'état même de la prison civile de Lomé qui est vraiment délabré et qui est surpeuplé et qui ne fait pas le moine même du Togo. Les prisonniers sont pris comme des animaux. Alors, faites-nous un aperçu sur ce que vous avez vu. Oui, merci Serge. Il faudrait quand même signaler tout simplement que l'état de la prison civile de Lomé est totalement délabré, comme vient de le souligner tout de suite. C'est inhumain. Si vous rentrez dedans, vous ne pouvez pas quand même expirer. Donc, c'est un peu décevant. Mais les prisonniers sont dans l'obligation d'y demeurer comme ça parce que c'est la loi qui les réquisitionne là-bas. Donc, suite à ça, pour ce qui concerne les prisonniers politiques, leur détention, quand vous rentrez là-bas, c'est plus pire. On dirait que ce sont eux qui ont péché contre Jésus-Christ sur la terre. Donc, aujourd'hui, ils sont au nombre de plus de 40 dans la prison civile aujourd'hui. La fois dernière que PNP avait fait sa sortie officielle pour manifester, il y avait eu d'autres arrestations également qui se sont ajoutées à ceux qui restaient auparavant. Donc, nous sommes aujourd'hui à près de 48 prisonniers politiques actuellement dans la prison civile de Lomé. Mais la fois dernière, le plus charismatique, c'est Foli Sativi, qui essaie d'incarner toujours la face des leaders du pouvoir. La fois dernière, le 22 passé, la cour d'appel, le dossier est passé à la cour d'appel pour pouvoir essayer d'étudier son cas.
Mais il faudrait venir voir le dispositif militaire qui était sorti tout simplement parce qu'on allait faire sortir Folie Sativi de la prison civile de Lomé et puis venir étudier son cas à la cour d'appel de Lomé qui se trouve à Gouenivé. Donc, c'était tellement pléthorique, on dirait qu'il y a encore d'autres manifestations sur le tronçon de la cour d'appel. Alors que ce n'est pas le cas, c'est juste Folie Sativi qu'on allait faire sortir. Gabriel. Donc, aujourd'hui, son dossier est renvoyé au 12 septembre prochain. Donc, vous voyez, donc l'état des prisonniers togolais se retrouve tellement pléthorique. Au lieu de les libérer, tandis comme l'a souhaité les organisations de droits de l'homme, ce n'était pas le cas, plutôt ça s'augmente. D'accord, Gabriel. Surtout au niveau de la prison civile de Lomé, c'est tellement délabrant. D'accord. Je crois que le comité contre la torture de l'ONU a fait quand même l'état des lieux et ils disent que c'est un enfer sur terre. C'est un enfer sur terre. Et c'est très grave. Vraiment. Maintenant, ce qui nous étonne, avant, je ne sais pas si vous êtes rendu à la prison civile pour voir l'état des lieux. Maintenant, bien sûr, aller de l'autre côté, visiter simplement les prisonniers, il faut payer 200 francs. Est-ce que cela est d'une réalité? Non, Serge, vraiment, ça, ce n'est pas seulement 200 francs. Avant d'aller visiter un prisonnier, sauf si vous êtes de l'organisation de défenseurs des droits de l'homme, soit d'une organisation bien reconnue de l'État, vous n'allez pas dépenser. Alors là, vous devez être muni d'une requête de votre leader bien signé qui vous autorise à aller visiter la prison civile, surtout aller prendre contact avec les détenus politiques et également les détenus qui ne sont pas forcément politiques également. Donc maintenant, si vous êtes de la famille d'un prisonnier en détention, vous devez payer d'abord. Il y a on dirait trois bouchons que vous allez traverser d'abord avant d'en arriver à la prison civile lui-même. Donc vous payez 200 francs au seuil ici, on vous vérifie et vous déposez vos affaires, vos colis là-bas, c'est un gendarme, vous quittez là-bas, il y a une autre barrière. Arrivé là-bas, on va vous fouiller, même jusqu'à fouiller vos souliers et vos chaussettes. Et après tout, vous allez laisser là-bas vos appareils téléphoniques et autres là, tout là-bas. Et vous en arrivez au niveau de la clôture, là où il y a le grillage. On vous fouille également là-bas et c'est là où on demande 200, 3 fois. Maintenant, accéder maintenant à la prison civile, il y a les anciens qui faisaient la prison, dirait que la prison demeure leur maison. Donc, ce sont eux qui sont sortis, on fait sortir un parmi eux qui reste devant et vous allez vous adresser à lui que vous cherchez X. Et on va vous annoncer, on va appeler celui que vous cherchez. Mais avant de l'appeler, vous devez payer au moins 200 francs également là-bas. Donc, pratiquement, avant de visiter un prisonnier en détention, vous devez dépenser plus de 1000 francs ou bien 2000 francs comme ça avant de sortir. Donc ça devient maintenant affaire pour certains gendarmes également, affaire pour certains leaders qui sont également positionnés là-bas, et affaire pour ceux qui prennent la prison civile comme leur maison également. Donc c'est un peu les difficultés liées à ce trait. Merci Gabriel, merci Gabriel depuis sa position. Alors, Monsieur Moulou, Monsieur Moulou, allez-y. Ceux qui restent là-bas, qui vont appeler les détenus pour voir les appels, les crieurs. Donc, vraiment, si tu donnes, ce n'est pas que 200. Si tu donnes plus, donc on va t'appeler vite, celui que tu cherches. Oui, il y a sinon, ça. on te fait traîner. Et puis au parloir, on te donne, je crois, 5 minutes parfois, ou bien on va le prolonger si tu glisses quelque chose aux soldats qui sont là-bas. Sinon, on vient te renvoyer du parloir. Même si c'est ta femme, si c'est ta mère qui est là, on dit, allez, ça suffit, ça suffit. Vous voyez? Donc, moi, la prison de Lomé, je l'ai faite. Et l'histoire de Folie Sativi, ça ressemble beaucoup à mon histoire. Un leader étudiant aussi qui a été arrêté, comme moi, je suis leader étudiant. Et comme le dossier est vide, on fait ajourner les procès. Plusieurs fois, mon procès a été ajourné 4 fois. Et finalement, ils m'ont libéré, sans charge.
Donc, c'est ce qu'on est en train de lui faire. Mais oui, mais Jean-Paul, se rallonge de trop. Jean-Paul, oui. Quel est ce prisonnier qu'on transporte dans un char? Alors, qu'est-ce que... nous ne comprenons pas ici à la diaspora. Un prisonnier qu'on transporte dans un char, à quoi on s'attend avec tous ces remue-mélanges? Je vous le dis parce que c'est la même chose qui était arrivée avec moi. Et moi-même, c'était la grande prison et le grand palais de justice de Azitimé là-bas. Oui. Mais on bouclait jusqu'au au palais des congrès, on bouclait jusqu'au grand marché pour empêcher que les étudiants ne viennent au jugement. Mais c'était un combat de Jacouetu entre les soldats et les étudiants, entre les femmes du grand marché qui se mobilisaient. Quand même, ils parvenaient à employer les ruelles pour remplir la salle du grand palais de justice. Donc c'est ça. On craint que la foule déborde la sécurité et que la foule parvienne à vous libérer. Ça, c'est deux. Et on craint que cela ne devienne un précédent pour inspirer la révolte au Togolais. C'est tout. Ce petit folie Sativi fait trembler ce régime. C'est ça. Les activistes, d'ailleurs, font trembler plus ce régime, plus que nos vieux opposants, parce que la maison, on les connaît tellement qu'on ne sait pas où les attraper. Donc, ces jeunes activistes-là, ils ont encore le sang chaud. Ils sont, pour la plupart, incorruptibles. Donc, il faut les mettre hors état de nuire. Voilà ce qu'on fait. Il y a Siba qui vient de purger 1 an de prison. Il est sorti en avril. Les gens de Nouboueke qui ont été graciés après plusieurs mois aussi d'emprisonnement. Et le cas Sativi qui se rallonge trop. Et les détenus du PNP. Et je crois que pour parler des conditions de la prison, moi je l'ai fait en 2004-2005. Et c'était un endroit invivable. Même la porcherie est mieux que ça. Et dire que de 2005 à 2019, il y a 14 ans, non, je ne peux pas imaginer l'état de délabrement. Quand nous voyons que la cellule où je dormais, on ne m'a pas mis parmi les détenus politiques et d'opinion, hein. On m'a mis parmi les détenus de droit commun. Une cellule d'à peine 12 et à 16 mètres carrés, vous êtes 100, 120. Vous êtes agglutinés comme des sardines, sans aération. Les cacas, vous les faites dans des pots. Et parfois, il arrive que les pipis et les cacas débordent. Et ça coule, les gens sont dedans. Le sol en ciment est cassé par endroits. Et les gens n'ont même pas de natte et dorment dedans comme ça. Non, les maladies, ça circule. Et depuis 14 ans, rien n'y est fait. Cette prison doit être tout simplement démolie et qu'on reconstruise une autre prison où chaque prisonnier a droit à une cellule. La prison, ce n'est pas l'enfer. C'est une privation de liberté. Il faut mettre quand même les prisonniers dans des conditions d'apprentissage, d'études, et même qu'ils soient libres de pratiquer leur hobby, leur sport favori. On doit créer ces conditions-là. Sinon, en mettant les gens dans les conditions de la prison civile de Lomé, quand ils sortent, ils récidivent parce qu'on les a déshumanisés et ils ne peuvent pas abandonner les crimes pour lesquels ils ont été amenés en prison. C'est pourquoi j'étais là-bas, on a libéré des gens, 3 jours après, ils sont revenus parce qu'ils sont partis commettre les mêmes choses pour lesquelles on les avait emprisonnés. Merci. Merci donc Jean-Paul. Voilà. Merci donc Jean-Paul pour cette bonne contribution. Alors Gabriel, je pense qu'on va vous avoir plus tard, on n'a plus assez de temps. Notre grand débat est terminé et nous allons tout de suite faire face encore à d'autres auditeurs. Mais tenez-vous bien que le ministre, sinon il y a quand même une autorité de la place qui a parlé de cette prison, qu'il y aura quand même une nouvelle prison avec les normes requises. Mais à quand cela? C'est la question qui se pose parce que le prisonnier ne peut pas continuer de subir. Merci encore une fois de plus et je voudrais quand même non seulement vous remercier, mais remercier Mariksa pour la réaction de cette émission. Je vous retrouve instantanément. Merci encore une fois de plus et à tout à l'heure. Du nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel,
Pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir. Vous voulez des informations sportives, vous voulez des informations économiques, vous voulez des informations en politique, en santé, en culture, en sport, ne cherchez pas loin. C'est ici, sur Tempo Afrique TV, la chaîne de l'éveil de la conscience africaine, de la diaspora africaine à travers le monde entier. Pour toutes vos informations en politique, en économie, en sport, en santé, retrouvez Yves Kenao sur Tempo Afrique TV, la station de l'éveil du continent africain. Nous voulons la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre. Du nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager